Il y a une zone de notre planète où aucun homme n'est allé. Personne ne l'a vu. Et pourtant, ce qui s'y passe nous concerne tous, chaque jour de notre vie. Cette zone, qui se trouve à 2900 km sous nos pieds, c'est le noyau en fusion de la Terre. Là où un océan de fer liquide génère un champ invisible. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Mais les scientifiques ont fait une alarmante découverte. Un orage couve au plus profond de la Terre et il pourrait détruire notre précieux bouclier magnétique. Le champ magnétique terrestre nous protège depuis des millénaires. Aujourd'hui, il est en passe de disparaître. Le champ magnétique s'affaiblit rapidement. On ne peut pas garantir que le champ magnétique terrestre sera encore là dans 1000 ans. Notre bouclier invisible va-t-il disparaître? On ne se demande pas si ça arrivera, mais quand ça arrivera. La Terre peut-elle vraiment perdre son champ magnétique? Qu'arrivera-t-il alors? Une chaleur étouffante. Une pression écrasante. Et des milliards de tonnes de fer en fusion. Ce sont les conditions du centre de la Terre. Nous sommes devant le haut fourneau de Bethlehem Steel Corporation. Et c'est ce qui se rapproche le plus des conditions du noyau de la Terre, ici à la surface. Le noyau de la Terre sera toujours inaccessible. Mais le géophysicien Peter Olsen sait que son influence s'étend à toute la planète. À mi-chemin environ du centre de la Terre, on atteint la partie externe du noyau, une immense boule de fer liquide en fusion. C'est là qu'est généré le champ magnétique de la Terre. Mais récemment, les scientifiques ont détecté un problème au centre de la Terre. La capacité du noyau à générer du champ magnétique diminue. Il se passe une chose très étrange au niveau du champ magnétique terrestre. Son intensité décroît rapidement. Tellement rapidement qu'à ce rythme, il ne durera plus que 1000 ans. Cette découverte a déclenché une recherche scientifique intense dans le monde entier. C'est surprenant qu'on en sache aussi peu sur le champ magnétique terrestre et la façon dont il est généré. C'est une question intrigante à laquelle il faut répondre. J'ai souvent rêvé de voir le champ magnétique. Je suis attiré par ces mystères. À mesure que les scientifiques explorent la complexité du magnétisme, ils réalisent que ce qui se passe au centre de la Terre pourrait modifier notre monde. Le magnétisme est la force oubliée de la Terre. Nous subissons la force de gravité exercée par notre planète, mais nous ne nous rendons pas compte du champ magnétique qu'elle génère également. Mais le géophysicien Andrew Coates sait à quel point il est important. L'étendue du champ magnétique est vraiment immense. C'est la plus grande chose que nous ayons sur Terre. Le magnétisme, comme l'électricité, circule. Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud, tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique.
C'est le champ protecteur de la Terre. Sans lui, nous serions en danger. Il nous protège de la radiation spatiale, à l'instar de ces cabines qui nous protègent des intempéries terrestres. Le champ magnétique terrestre nous protège des intempéries spatiales et des radiations. La météo spatiale est mauvaise. Les vents qui soufflent dans la galaxie sont radioactifs, les plus dangereux venant d'étoiles qui explosent ou de trous noirs qui se désintègrent. Mais ils viennent aussi de bien plus près, de notre Soleil. Le Soleil est une fournaise thermonucléaire qui éjecte d'énormes quantités de matière dangereuse lors de ses éruptions. Dans certains cas, une masse équivalente à l'Everest se dirige sur nous. Le Soleil éjecte périodiquement des milliards de tonnes de particules chargées. C'est le vent solaire. La Terre se trouve souvent sur sa trajectoire. Mais le magnétisme dévie les particules chargées. Le vent solaire ne parvient donc pas à franchir le bouclier magnétique de la Terre et la contourne sans la menacer. Les seules incidences pour nous sont les lumières des pôles, ces aurores polaires provoquées par les particules solaires piégées par notre champ magnétique et attirées par les pôles une fois dans l'atmosphère. Nous avons la chance d'avoir un champ magnétique qui dévie les particules et nous protège. Si ce champ disparaissait, plus rien n'arrêterait la radiation de l'atmosphère dont l'effet serait très dangereux. Dangereux à quel point? Quelles seraient les conséquences pour la Terre si le champ magnétique disparaissait? 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition. L'inquiétante réponse est connue depuis peu. And we have liftoff of NASA's Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. En 1996, la NASA lance une sonde sur Mars. Mars a été une planète difficile à atteindre avec un vaisseau. Même après 16 missions américaines, russes ou autres, on ne savait toujours pas si Mars avait un champ magnétique intrinsèque. Cette question, longtemps restée en suspens, Mario Acuna et son équipe de la NASA espéraient finalement y répondre. Mais ce qu'ils ont découvert est encore plus important. C'est la relation entre le magnétisme et la vie. La nature nous réserve des surprises qui dépassent notre imagination. Les données transmises par Mars Global Surveyor indiquent que Mars n'est pas entouré d'un champ magnétique. Mais la sonde décèle aussi que ça n'a pas toujours été le cas. On a trouvé d'immenses champs magnétiques dans la croûte. Et Mars s'est révélé être une planète inattendue et inconnue. Le noyau de Mars ne génère aucun magnétisme. Et pourtant, de larges zones en surface sont extrêmement aimantées. Sa croûte est surtout composée de lave gelée datant de l'époque à laquelle Mars était recouverte de volcans. Or, la roche volcanique ne s'aimante que d'une seule façon. Si la lave refroidit à l'intérieur d'un champ magnétique, la magnétite qu'elle contient s'oriente dans sa direction. Et la roche volcanique sera elle-même aimantée. L'aimantation de la croûte martienne prouve donc que lors des coulées de lave, Mars avait un champ magnétique.
Un champ d'une intensité 20 à 30 fois plus forte que celui de la Terre. L'équipe de Mario sait maintenant que Mars a eu un bouclier magnétique qu'elle a perdu. Cette découverte est-elle la réponse à l'un des grands mystères du système solaire? Les scientifiques pensent que Mars ressembla un temps à la Terre, avec une atmosphère épaisse et des océans, propices à une vie primitive. Mais, il y a environ 4 milliards d'années, la planète a connu un déclin catastrophique. Petit à petit, l'atmosphère et les océans ont mystérieusement disparu. Deux questions se posent. Où est allée l'eau et par quel processus? Deux événements importants survenus au début de l'histoire de Mars peuvent lui apporter les réponses. On a découvert deux grands bassins d'impact dans l'hémisphère sud de Mars, Hellas et Argyre, qui n'ont aucun champ magnétique. Dans ces bassins d'impact de deux énormes météorites, les roches ne sont bizarrement pas aimantées. C'est surprenant, car les impacts ont dû faire fondre la croûte. Et quand elle a refroidi à nouveau, les roches auraient dû être aimantées par le fort champ magnétique de Mars. Il n'y a pourtant aucune aimantation dans Hellas et Argyre. Ce qui veut dire que ces bassins ont été formés après que Mars ait perdu son champ magnétique. On estime que les impacts ont eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. « 4 milliards d'années, c'est l'époque à laquelle Mars a commencé à perdre son eau et son atmosphère. Mario pense que c'est directement lié à la perte de son champ magnétique. Si on détruit le champ magnétique, le vent solaire arrive directement dans l'atmosphère de Mars. Et le processus est équivalent à l'érosion dans le désert. Le vent souffle et emporte le sable. Sur Mars, il emporte les particules atmosphériques. Lentement mais sûrement, les gaz atmosphériques, composés en partie d'eau, sont balayés de Mars. La perte de son bouclier magnétique signifie la mort pour la planète rouge. Exposée à la radiation solaire, son atmosphère est emportée durant des millions d'années, laissant derrière elle le monde stérile actuel. Si on détruisait le champ magnétique de la Terre, il se passerait la même chose. L'atmosphère serait exposée aux effets érosifs du vent solaire et serait lentement emportée. Le destin de Mars suggère que sans la protection de son champ magnétique, la Terre deviendrait aussi une planète morte. Ce qui rend encore plus inquiétant le fait que son champ disparaisse si rapidement. La planète Mars a perdu assez tôt son champ protecteur et avec lui sa capacité à abriter la vie. Et les scientifiques ont aujourd'hui la preuve que notre propre champ magnétique diminue rapidement. Cette preuve vient de civilisations disparues. Les hommes font des poteries depuis des milliers d'années. Elles apprennent beaucoup aux archéologues. Mais elles ont une autre histoire à raconter. La poterie est une sorte d'enregistreur du champ magnétique terrestre ambiant lors de sa fabrication. Une poterie ancienne est une capsule temporelle magnétique.
John Shaw a appris à en extraire une mesure précise de l'intensité du champ magnétique de son époque. Comme la roche volcanique, l'argile contient de la magnétite qui la rend très légèrement aimantée. L'intérêt, c'est la phase de cuisson. L'argile est soumise à l'intense chaleur du four, dont la température détruit toute aimantation. Puis, en refroidissant, l'argile est réaimantée par le champ magnétique ambiant. Chaque poterie contient l'enregistrement du champ magnétique terrestre au moment et à l'endroit où elle a été cuite. Prenons par exemple cette poterie qui vient du Pérou. Elle a refroidi après cuisson dans le champ magnétique terrestre ambiant et a été aimantée. Bien entendu, si le champ est très intense, la poterie sera fortement aimantée. Et si le champ est très faible, la poterie sera faiblement aimantée. En étudiant des poteries de la préhistoire jusqu'à nos jours, John a découvert combien le champ magnétique avait changé au cours des derniers siècles. En faisant la synthèse des résultats, on obtient ceci. De légers changements autour de 12 000 ans, une légère croissance, puis un rapide déclin jusqu'à nos jours. La variation est plus importante depuis 300 ans qu'au cours des derniers 5000 ans. Le champ intense devient un champ faible, et cela très rapidement. En 300 ans, le champ a perdu 10%. Si l'accélération continue, le champ aura disparu dans quelques siècles. La Terre aura-t-elle le même sort que Mars? La réponse ne peut se trouver qu'à un endroit. L'inaccessible zone où le champ magnétique est généré, son noyau. Mais, ne pouvant y accéder, le professeur Dan Lathrop et ses étudiants jouent avec le feu, essayant de reproduire le noyau terrestre dans leur labo. Ils veulent trouver ce qui maintient le champ magnétique et ce qui pourrait entraîner sa disparition. Ils reproduisent le liquide du noyau avec du sodium, plus facile à faire fondre que le fer. C'est une opération dangereuse. Le sodium à température ambiante est un métal très mou. Et quand on le chauffe à environ 90 degrés, il devient liquide et on commence les expériences. Mais le labo devient dangereux. Si on met du sodium avec de l'eau, ça fait des explosions et des rejets brûlants. Vous voyez ici une sphère qui contient environ 110 kg de sodium. L'expérience consiste à faire tourner cette sphère de la même manière que la Terre et mesurer le champ magnétique qu'elle génère en propre. Ils essaient de créer une dynamo électromagnétique autonome, car ils pensent que la Terre en est une. Les scientifiques expliquent comment le noyau génère le champ magnétique en se basant sur la relation magnétisme-électricité et sur le fait que les courants électriques produisent des champs magnétiques. Au départ, il n'y a pas de courant électrique dans la bobine. La limaille de fer tombe au fond. Mais si on envoie du courant, vous pouvez voir la limaille s'aligner avec le champ magnétique produit par le courant dans la bobine. Ce seraient donc bien les courants contenus dans la partie liquide du noyau terrestre qui donneraient naissance au champ magnétique. Mais qu'est-ce qui donne naissance aux courants électriques? C'est là que ça devient complexe. Selon les scientifiques, de même que les courants électriques produisent le champ magnétique produit les courants électriques. Le secret, c'est que le métal liquide du noyau est en mouvement constant. Avec un conducteur en mouvement et un champ magnétique,
Les courants s'établissent à l'intérieur du conducteur. Dans la Terre, le conducteur en mouvement, ce sont des milliards de tonnes de fer en fusion. Mais le résultat peut être expliqué simplement. Si je fais bouger ce conducteur en présence du champ magnétique terrestre, ça donne naissance à des courants. Ces courants, à leur tour, donnent naissance à des champs magnétiques. C'est une étrange boucle qui se met en place dans le noyau terrestre. Un peu de champ magnétique couplé au mouvement du liquide donne naissance à des courants circulant dans le noyau. Ces courants produisent plus de champs magnétiques qui produit plus de courants, etc. C'est cette boucle qui peut être à l'origine du champ magnétique. Si ça marche dans la Terre, ça devrait marcher au laboratoire. En théorie, il faut juste un peu de champ magnétique pour démarrer tout le processus. On ne sait pas bien ce qui a démarré le champ magnétique terrestre, mais Dan utilise un gros électroaimant. On applique un large champ magnétique au sodium qui est dans la sphère. Et vous pouvez constater la force du champ quand on active les aimants. Regardez comme la chaîne est attirée. Ça peut démagnétiser des tas de cartes de crédit. Si la théorie de la dynamo électromagnétique est exacte, le champ généré par le noyau miniature sera plus fort que le champ de départ. Le magnétisme s'intensifiant rapidement grâce au mouvement du sodium liquide. Dan n'y est pas encore arrivé, mais il a découvert ce qui peut entraîner le déclin du champ magnétique d'une planète. Nos différentes expériences ont montré que le liquide en mouvement est essentiel à la naissance du champ magnétique. Alors, si le noyau refroidissait au point de solidifier le fer liquide, la dynamo s'arrêterait, faute de mouvement. C'est peut-être pourquoi Mars a perdu son champ magnétique si tôt. Comme Mars est plus petite, elle a refroidi plus rapidement que ne le ferait la Terre. Il est très probable que Mars soit simplement devenue trop froide pour activer sa dynamo. Peut-être que le liquide du noyau a gelé à un moment donné. Mais ce qui est arrivé à Mars arrivera un jour à la Terre. Le noyau terrestre refroidit très lentement, d'environ 25 degrés par milliard d'années. Alors un jour, il gèlera et la dynamo s'arrêtera. Heureusement pour nous, le noyau terrestre est encore très loin de geler. Le champ magnétique de la Terre est là depuis au moins 2 milliards d'années. S'il a duré si longtemps, c'est parce qu'il puise son énergie dans la chaleur héritée du noyau lors de sa formation. La Terre pourra donc garder son champ magnétique pendant encore des milliards et des milliards d'années. Avec suffisamment de chaleur en réserve pour faire marcher la dynamo pendant encore des milliards d'années, ce n'est pas un manque d'énergie qui provoque la disparition de notre bouclier magnétique. Un autre processus doit être en marche, très loin, sous nos pieds. La clé de ce processus se trouve peut-être sur une chaîne d'îles volcaniques au milieu du Pacifique. Ici, l'enregistrement magnétique ne remonte pas à des milliers, mais des millions d'années. Et il indique que nous n'allons pas vers un déclin graduel du champ magnétique terrestre, mais vers un bouleversement spectaculaire. Hawaï,
où la chaleur qui entraîne la dynamo magnétique du noyau remonte à la surface. Ce qu'on a découvert ici pourrait expliquer pourquoi notre champ magnétique diminue si vite. Depuis plusieurs années, le volcan Kilauea est en éruption permanente. Des scientifiques du Centre de recherche géologique américain échantillonnent la lave pour surveiller le volcan. Elle se solidifie assez rapidement. Mais le géophysicien Mike Fuller s'intéresse à la lave pour une autre raison. Ce qu'elle révèle sur le champ magnétique. Tout commence quand la lave arrive dans l'eau. Vous pouvez voir les coulées volcaniques qui sont arrivées jusqu'ici. La plupart du temps en tube de lave. Maintenant, on commence à la voir aller dans l'eau et former la toute nouvelle partie de la chaîne hawaïenne. Lorsque la lave arrive dans l'eau, elle se refroidit évidemment très rapidement. Et une chose merveilleuse se produit. La lave enregistre le champ magnétique de la Terre. Une fois solidifiées et refroidies, ces roches volcaniques gardent la trace du champ magnétique actuel. Mais les volcans d'Hawaï sont en activité depuis des millions d'années, formant les îles. Chaque coulée de lave garde la trace du champ magnétique au moment de l'éruption. L'archipel hawaïen constitue donc une chronique du magnétisme terrestre remontant jusqu'à 5,5 millions d'années. Elle montre qu'il y a eu de nombreuses fluctuations de l'intensité du champ, mais ce n'est pas le plus important. Quand la lave refroidit, la magnétite qu'elle contient agit comme une microscopique aiguille de boussole, indiquant non seulement l'intensité du champ, mais aussi sa direction. Actuellement, les courants magnétiques vont du sud vers le nord. C'est pourquoi les aiguilles des boussoles indiquent le pôle nord. Les laves récentes sont donc aimantées en direction du nord. Mais en étudiant des laves plus anciennes, les scientifiques font une découverte extraordinaire. En remontant d'environ 700 000 ans, on observe un phénomène incroyable. Soudain, les roches sont aimantées à l'envers. Au lieu d'être aimantées vers le nord comme aujourd'hui, elles le sont vers le sud. Il y a 780 000 ans, les laves hawaïennes ont dû refroidir dans un champ magnétique ambiant orienté vers le sud. Exactement le contraire d'aujourd'hui. Ce qui implique qu'à un moment donné, le champ magnétique de notre planète s'est inversé. Modifiant totalement la direction des courants magnétiques. Les gens ont eu du mal à accepter l'idée que le champ s'inverse effectivement. Il a fallu 50 ans pour arriver à les en convaincre. Mais on a réussi à le prouver grâce au travail effectué sur cette île. Parce qu'en allant encore plus profond, on observe que tous les 200 000 ans, la polarité change à ce rythme. En étudiant des échantillons de lave de plus en plus vieux, les scientifiques observent de plus en plus d'inversions. Tous les 200 000 ans. C'est devenu une évidence que le champ s'inversait effectivement. Mais si le champ s'est inversé tant de fois par le passé, il le fera encore.
L'inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène extraordinaire, mais ce processus est assez commun. La dernière inversion s'est produite il y a 780 000 ans. Celle d'avant, environ 200 000 ans avant, et ainsi de suite. Dans un sens, nous avons dépassé le terme de l'inversion à venir. Est-ce pour cela que le champ terrestre diminue? Se prépare-t-il une inversion? Les scientifiques ont cherché un lien entre le changement d'intensité et le changement de polarité. Et l'un d'eux a été témoin d'une inversion magnétique sur son ordinateur. C'était une question intrigante. Il fallait apporter une réponse. Et les ordinateurs devenaient assez puissants pour résoudre toute une série d'équations décrivant la convection dans le noyau terrestre et la façon dont ce mouvement génère un champ magnétique. Dans les années 90, le physicien Gary Glaxmeyer s'embarque dans une expérience très ambitieuse. Il rentre toutes les données scientifiques sur le noyau en fusion dans un programme informatique. Puis il laisse le programme tourner pour voir comment le champ magnétique évolue durant des centaines de milliers d'années. Il est important de comprendre combien de temps prennent ces simulations. À chaque fois que l'ordinateur résout les équations, le résultat final avance d'un cran, et un cran équivaut à 10 jours. En 10 jours, les choses ne changent guère, ce qui veut dire qu'il faut résoudre beaucoup d'équations. Il faut les résoudre des millions et des millions de fois pour pouvoir simuler les centaines de milliers d'années dont on avait besoin. Un cas peut faire mouliner 6 mois les ordinateurs les plus rapides du monde. J'utilisais des superordinateurs du département de l'énergie, de la NASA et de la Fondation nationale de la science. Et dès que j'arrivais, je m'assurais d'abord que les ordinateurs fonctionnaient toujours. J'ai fait ça chaque jour, 7 jours sur 7, pendant plus de 4 ans. Et je me souviens qu'à un moment donné, au printemps, j'étais allé faire des conférences dans des universités. Quand je suis revenu, après plusieurs semaines, je me suis dit qu'il était temps que je regarde les détails du champ magnétique. Et je me suis aperçu que sa polarité avait changé. Elle avait vraiment changé. Je ne m'y attendais pas. J'ai regardé alors plusieurs extraits des semaines passées et j'ai réalisé que le champ s'était inversé spontanément. C'était une première. On était impatients de le faire publier. C'était vraiment passionnant. Alors que l'expérience se poursuit, les inversions arrivent environ tous les 100 000 ans de temps simulé. Et à chaque fois, le processus commence de la même manière. C'est intéressant d'observer que chaque inversion de polarité s'est produite quand l'intensité magnétique était très faible. Elle décroissait et finalement, quand la partie dipôle du champ était très faible, alors il s'inversait. C'est la preuve que ce que l'on observe aujourd'hui, une diminution de l'intensité magnétique, est effectivement lié à une future inversion. De plus, Gary a pu voir pourquoi les inversions sont annoncées par un champ décroissant. Cette modélisation montre une partie de la simulation d'une inversion de champ magnétique. Regardez, le bleu représente le champ dirigé vers l'intérieur et le jaune représente le champ dirigé vers l'extérieur. Sur la modélisation de Gary, les inversions ont l'air de commencer par des plages de bleu dans le jaune et vice-versa. Ce sont des anomalies magnétiques, des zones du noyau dans lesquelles le champ va déjà dans la mauvaise direction. En grossissant, ces plages de champs inversés prennent le dessus sur le champ principal, le rendant plus faible et plus enclin à s'inverser. À mesure que le temps s'écoule, le champ devient de plus en plus compliqué. Et puis une anomalie grandit dans l'hémisphère nord, d'où le champ s'échappe maintenant. Et puis c'est l'inversion.
Le champ magnétique est maintenant externe dans l'hémisphère nord et interne dans l'hémisphère sud. Mais la modélisation de Gary est-elle transposable à la Terre? La diminution de notre champ depuis 300 ans est-elle due à des anomalies magnétiques couvant dans le noyau? Si c'est le cas, une inversion nous guette. Or, il existe des écrits détaillés qui couvrent très exactement ces 300 ans. Ce sont les livres de bord de la Marine royale. Comme l'a découvert le géologue Jeremy Bloxham, les marins des 18e et 19e siècles étaient obsédés par le champ magnétique. Au temps de James Cook, quand il faisait ses explorations, la boussole était l'outil de navigation principal. Cependant, l'aiguille d'une boussole n'indique pas le vrai nord, le pôle nord géographique, mais le nord magnétique. Pour les marins, connaître la différence entre le vrai nord et le nord magnétique était une question de vie ou de mort. Mais ils savaient bien que le champ magnétique change constamment, au gré du nord magnétique qui se déplace autour du pôle. Alors, au fil des siècles, les navigateurs ont dû mesurer et remesurer l'angle entre le vrai nord et la direction indiquée par leur boussole. C'est l'angle de variation. La difficulté était de trouver le vrai nord, et il le faisait en regardant le soleil à midi, quand il est au plus haut dans le ciel, ou bien en regardant l'angle du soleil au lever et au coucher. Là, le 8 juin 1770, on a une variation magnétique de 4 degrés 53 minutes est. Des milliers d'observations méticuleuses comme celle-ci ont aidé Jeremy à réaliser un film en accéléré du champ magnétique durant les 3 derniers siècles. Ce que révèle ce film sur un endroit en particulier est significatif. On a observé des changements brutaux dans le champ magnétique sous l'Atlantique Sud. Sous l'Atlantique Sud, Jeremy a trouvé ce qui fait faiblir rapidement notre champ, des anomalies magnétiques. Et elles grossissent. Au début du XXe siècle, on voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Notre champ magnétique décline parce qu'il s'est déjà en partie inversé. Si cela continue, nous pourrions vivre un phénomène magnétique qui ne s'est pas produit depuis 780 000 ans. Et il aurait des conséquences dramatiques pour les hommes. Il y a un trou dans le champ magnétique de la Terre et il s'agrandit. Sous l'Atlantique Sud, les lignes de champ magnétique vont dans le mauvais sens et affaiblissent notre bouclier. Les modélisations numériques indiquent que ça pourrait être le début de l'ultime orage magnétique, une inversion totale du champ. Il n'y a aucun doute quant à une nouvelle inversion du champ magnétique terrestre. On ne se demande plus si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Durant ces dernières centaines d'années, l'intensité du champ magnétique terrestre a diminué. C'est peut-être le signe d'une prochaine inversion. La durée entre 2 inversions est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années. Alors l'heure a sonné. La race humaine, depuis l'Homo sapiens,
vieux de 35 000 ans, n'a jamais vécu d'inversion magnétique. Si l'on observe vraiment des signes avant-coureurs, que va-t-il se passer ensuite? Le géologue Rob Coe a peut-être la réponse. Il a passé des années à étudier les inversions. Je suis venu pour la première fois à Steens Mountain il y a 25 ans. Et quand on a roulé jusqu'au sommet, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait voir. Soudain, on était sur la crête et on a découvert ce panorama fantastique. Steens Mountain se trouve dans l'état de l'Oregon. Cette montagne est un empilement de coulées datant d'une période d'intense activité volcanique. Il y a 16 millions d'années, une série d'éruptions s'est produite ici. Il y a des centaines de coulées superposées dans cette paroi. Les traits délimitent les différentes coulées. Ça fait plus de 914 mètres de hauteur. La particularité de Steens Mountain, c'est que les éruptions de lave se sont produites au moment où le champ magnétique terrestre était en train de s'inverser. Rob et ses collègues ont espéré que ces roches leur fourniraient une image détaillée de la progression d'une inversion magnétique. Le champ magnétique terrestre est une chose mystérieuse. Et l'idée qu'il puisse s'inverser totalement est stupéfiante. Je veux en savoir plus. Rob et ses collègues se sont donc mis à échantillonner des douzaines de coulées sur toute la hauteur. Ils ont observé que les couches inférieures étaient aimantées à l'envers et indiquaient le sud. Les couches supérieures, près du sommet, étaient aimantées vers le nord. Couches intermédiaires témoignaient d'un chaos magnétique. L'inversion a duré plusieurs milliers d'années. Mais le plus surprenant, c'est l'activité du champ durant ce temps. Au début de l'inversion, l'intensité du champ terrestre a diminué de façon dramatique, de 80 ou 90%. Au cours de sa disparition, le champ a agi très irrégulièrement. Pendant environ 300 ans, la direction du champ a changé constamment pour finalement opérer un virage à 180 degrés vers le nord et recommencer à s'intensifier. Mais il n'a pas pu garder cette polarité. Il s'est à nouveau inversé et a perdu son intensité. Une fois encore, le bouclier magnétique de la Terre disparaît pratiquement, cette fois pour 3000 ans. Et le champ restant change tellement vite que Rob a trouvé une coulée qui a enregistré ces folles gyrations, même lors de son refroidissement. Voici la coulée que l'on a échantillonnée ici même. Ce qu'on a trouvé était difficile à croire. Les bords du bas et du haut, rapidement refroidis, ont une polarité, la même que celle de la couche du dessous. Tandis que le milieu a une polarité qui varie de 60 degrés. C'est comme si le champ s'était déplacé de 60 degrés pendant que la coulée refroidissait. Si vous faites le calcul, ça fait 6 degrés par jour. Si on avait observé ça nous-mêmes avec une boussole, on aurait pu suivre lentement la direction du champ et presque voir le mouvement à l'œil nu. C'était véritablement époustouflant, extraordinaire. Si on se base sur les laves de Steens Mountain, la prochaine inversion entraînera des siècles de chaos magnétique, avec un nord magnétique changeant chaque jour de direction. Durant cette longue période, le champ magnétique sera trop faible pour nous protéger,
et cela aura des conséquences sur la santé humaine. L'intensité du champ magnétique faiblira. Il sera peut-être 10 fois, peut-être 100 fois plus faible qu'aujourd'hui, et il laissera passer plus de radiation cosmique. On ne sera plus protégé de la radiation solaire et galactique qui pénétrera directement dans l'atmosphère, ce qui veut dire que la radiation à la surface augmentera aussi. On estime qu'on sera 2 fois plus exposé à la radiation cosmique. Et dans certains endroits, ça pourrait être pire. Aujourd'hui, le champ magnétique canalise la radiation spatiale vers les pôles nord et sud où peu de gens vivent. Mais quand le champ principal disparaît, le faible champ qui reste a une structure bien plus complexe. Au lieu de 2 pôles magnétiques, il peut y en avoir 4 ou même 8 se déplaçant lentement sur la surface de la Terre. La structure du champ magnétique ne sera pas la structure dipôle que nous avons aujourd'hui, régulière et lisse, qui dévie les particules chargées et la radiation cosmique vers les pôles. Au lieu de ça, il y aura plusieurs pôles sur la Terre, peut-être près de l'équateur. Son champ sera plus faible et en plus, il canalisera la radiation cosmique à de basses latitudes où la plupart des gens vivent. Cela signifie malheureusement plus de morts dues au cancer. Environ 15 personnes sur 1 million par an. Et si on calcule ça par rapport au nombre total d'habitants sur la planète, c'est significatif. Il est impossible d'en être certain, mais on peut raisonnablement supposer que chaque année, 100 000 personnes seraient tuées par les taux élevés de radiation spatiale. Sur la durée d'une inversion complète, on compterait jusqu'à des centaines de millions de morts. Mais cela ne représenterait toutefois qu'une faible augmentation globale des cancers. Ce ne sera donc pas catastrophique. Ce sera quelque chose dont il faudra se soucier, mais pas un événement catastrophique. Et le temps que ça arrive, les hommes auront trouvé le moyen de vivre avec. Les scientifiques savent maintenant qu'un jour, nous devrons apprendre à vivre sur une planète sur laquelle quelques kilomètres à peine d'atmosphère nous protègent de la radiation spatiale. Mais en attendant que le Nord devienne le Sud, nos descendants découvriront qu'un monde privé d'intenses champs magnétiques offre des compensations. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on pourra voir une aurore boréale presque chaque nuit partout sur la Terre. À Londres, qui est derrière moi, on pourra voir une superbe aurore boréale tout au long de l'année, chatoyante, provoquée par le vent solaire qui pénètre directement l'atmosphère et la fait briller comme un néon. Les aurores boréales, ça sera captivant. J'imagine un champ magnétique très dynamique en dehors de la Terre durant la prochaine inversion. J'aimerais beaucoup être témoin d'une inversion, mais cela voudrait dire que je vive bien plus longtemps que prévu. En fait, c'est l'une des grandes tragédies de la vie. On ne voit jamais comment les choses fonctionnent. J'aimerais vraiment savoir comment ça se passe et pourquoi. Et quand ça arrivera à nouveau. Borealis, give us one flash of